La deuxième leçon du module programmation avancée s'intitule récursivité. La notion de récursivité apparaît déjà en mathématiques sous le nom de récurrence et on la retrouve en informatique également. La leçon de récursivité se décompose en partie de définition où l'on va proposer des définitions concernant la notion de récursivité, puis vers l'analyse récursive d'un problème où l'on va expliquer comment, par rapport à un problème, on va pouvoir l'analyser d'une manière récurrente. Ensuite, on va analyser comment une fonction récursive s'arrête. Puis on va traiter la correction d'une fonction récursive. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'une fonction récursive s'arrête, mais il faut qu'elle s'arrête avec le bon résultat. Donc tout d'abord, je vous présente quelques définitions. Donc, récursivité et réentrance. Une fonction récursive est une fonction qui s'appelle elle-même directement. Donc, en fait, on avait expliqué qu'une fonction peut appeler d'autres sous-fonctions. Alors, la fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Alors, par symétrie à la fonction récursive, la fonction réentrante est une fonction qui s'appelle elle-même indirectement via d'autres fonctions. C'est-à-dire, au lieu que f s'appelle elle-même directement, f peut appeler une autre fonction g, par exemple, qui, elle, appelle f. Donc, f appelle g, qui appelle f. Donc f est une fonction réentrante, alors qu'une fonction récursive, on a f s'appelle elle-même directement. Donc, la fonction récursive se compose de deux parties. Une première partie comporte un appel à elle-même, direct ou non, décomposant le problème avec des données simplifiées. Donc on a dit qu'une fonction récursive, elle se décompose en deux sous-parties. Une partie qui comporte un appel à elle-même directement et une deuxième partie qui ne comporte pas d'appel récursif, se chargeant de traiter le problème de base de données simples et constituant l'arrêt de la récursivité. Donc on a dit une fonction récursive se décompose en une première partie où il y a les appels récursifs, avec une partie qui, elle, va traiter. Donc, une partie où il y aura les appels récursifs et une partie, donc un ou plusieurs appels récursifs à elle-même, et une autre partie qui, lui, il va traiter le problème de base. Traiter le problème de base. Donc, pas d'appel récursif dans cette partie. Alors, quand une fonction récursive fait appel à elle-même, une nouvelle zone de données, distincte de celle de la fonction appelante, est créée sur la pile système pour le nouvel appel à la fonction. La nouvelle information que l'on a ici, c'est que à chaque appel de la fonction, en fait, on va utiliser la pile système et on va allouer à chaque appel une zone mémoire avec les paramètres, donc les arguments et les variables locales de la fonction. Donc les appels récursifs consomment la pile système. Alors, les arguments de l'appel sont recopiés dans cette nouvelle zone de données, en plus des variables locales
Donc la zone est libérée au retour de l'appel récursif. Hein? Donc en fait, une fonction qui a un certain nombre d'arguments, hein, argument 1, argument P, ben en fait, à l'appel, on va empiler ces arguments-là, hein, et au retour de l'appel, donc quand il y a le return, ben en fait, on va rendre cette zone mémoire au système. Donc on va libérer la pile système. Alors, on va donner un exemple de récursivité. Hein. Il y a un exemple très courant en mathématiques qui est la factorielle. Hein. Alors, on sait que factoriel de 0 est égal à 1. Factoriel de 1 est égal à 1. Et factoriel de n est égal à n que multiplie factoriel de n-1. Donc là, il n'y a pas d'appel récursif pour factoriel de 0. Il n'y a pas d'appel récursif pour factoriel de 1. Par contre, pour factoriel de n, on a deux parties, hein, comme on a vu. Une partie qui concerne le traitement du problème et une partie où il y a l'appel récursif. Donc là, en fait, sur le slide, on voit l'implantation de cet algorithme. Donc on a une fonction factorielle qui prend en entrée un entier n et qui renvoie un entier. Alors comme précondition, notre n est supérieur ou égal à 0. Parce qu'il n'existe pas, hein, de factoriel pour un entier négatif. Alors, tout d'abord, on va tester si n inférieur ou égal à 1, faire un certain traitement, on renvoie 1. Et ce qui est dit ici. C'est-à-dire que si n est inférieur ou égal à 1, on renvoie 1. Ceci est vrai pour 0 et ceci est vrai pour 1. On va voir que ceci est vrai aussi pour d'autres entiers. Hein. Alors, else, sinon, qu'est-ce que je fais? Ben, je renvoie la multiplication de n par factoriel n-1. Donc, je fais un appel récursif sur n-1. Donc, je diminue, hein, le n et je multiplie le résultat de ce calcul-là par n. Donc, ceci est une fonction récursive, correcte, hein, que l'on va analyser par la suite, qui a une précondition n supérieure ou égale à 0. Alors, attention, écrire une fonction récursive peut paraître simple au départ, mais il y a une approche à suivre pour aboutir, au fait, à une récursivité correcte. Alors, tout d'abord, il y a des mécanismes et des moyens pour pouvoir analyser le traitement qu'effectue une fonction récursive. Premier moyen, le graphe des appels d'une fonction. Alors, le graphe des appels d'une fonction, c'est un graphe dont les nœuds représentent les appels de la fonction, hein, et les arcs représentent la dépendance entre les appels. Hein. Donc, les nœuds représentent les appels et les arcs représentent les dépendances entre les appels. Hein. Les nœuds représentent les appels, hein, et les arcs entre nœuds représentent les dépendances entre les appels. Alors, je vous donne deux exemples. Hein. Par exemple, notre factoriel fn est égal à n fois factoriel n-1. Donc, en fait, pour calculer le résultat de la fonction sur un paramètre n, on doit calculer le résultat de la fonction sur le paramètre n-1. Hein? Et donc, fn dépend de fn-1, qui dépend de fn-2, etc., etc. Alors,
par exemple ici jusqu'à F1. On s'est arrêté à F1. Donc notre graphe des appels, hein, c'est un graphe linéaire, unidimensionnel, hein, qui va du plus grand n jusqu'à 1. Une autre fonction qui, elle ne prend pas un seul paramètre, mais prend deux paramètres, ou par exemple il s'agit de calculer FIJ qui est égal à FI-1 J-1 que multiplie FI J-1 plus FI-1 de J. Donc on voit, pour calculer F au point IJ, on doit calculer F au point I-1 J-1. Donc si on met ici, en fait, si on dit qu'ici c'est le point IJ, là c'est le point I-1 J-1. Ok? On a en plus une dépendance de FIJ vers FIJ-1. Donc vers FIJ-1. Et on a une autre dépendance vers FI-1J. Donc notre graphe des appels, à chaque fois qu'on veut calculer F pour un certain point IJ, ben, il faut qu'on calcule au fait les voisins dans le graphe. Alors, comment analyser la récursivité? Donc, comment analyser d'une manière récursive un problème? Donc, mettons un problème de taille n. Okay? Soit simplifier le problème, donc transformer la résolution du problème de taille n en fonction de la résolution du même problème de taille p inférieure à n. Donc, comme pour la factorielle, on voulait calculer la factorielle de n. Hein? Et alors, on a réduit factorielle de n à factorielle n-1. Hein? Donc, à chaque fois, la taille du problème se réduit jusqu'à aboutir, au fait, à une exécution sans appel récursif. Hein? Où là, au fait, la fonction va nous donner le résultat, puis, au fait, on va faire des retours jusqu'à, au fait, la fonction appelante. Donc, il y a l'appel récursif et le retour de l'appel récursif de la manière suivante. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, factoriel de n appelle factoriel de n-1, hein, etc., jusqu'à appeler factoriel, par exemple, de 1, et puis il y a le retour. Hein? Le retour, bien sûr, il y a plusieurs retours, là, parce qu'il y a une différence entre 1 et n-1, etc., jusqu'à. Donc, il y a l'appel récursif et le retour de l'appel récursif. Hein? Donc, on simplifie le problème, et puis on appréhende le point d'arrêt de la récurrence. Il ne s'agit pas seulement de réduire le problème à chaque appel récursif, mais il faut au bout d'un moment s'arrêter. Donc dire que notre fonction s'arrête dans un temps limité, fini. Sinon, en fait, elle va itérer un certain nombre de fois, infini, et donc ça ne va pas s'arrêter. Et donc notre machine, en fait, elle s'arrêtera brutalement par une erreur, parce que à chaque fois, si il y a un certain nombre d'appels récursifs illimités, ben, il y a la pile système. À chaque appel, on va allouer une zone mémoire, et donc au bout d'un moment, la pile système qui est, elle, limitée, hein, elle ne va plus subvenir à nos besoins de mémoire, et donc la machine va s'arrêter brutalement par une erreur. Donc il s'appelle overflow stack. Alors, on va donner un exemple, recherche d'un entier E dans un tableau T. Donc, on a un tableau T, on veut rechercher un élément dans ce tableau. Donc, la taille du problème de la recherche est liée à la taille du tableau N. Donc, on a le tableau de N éléments. Donc, la taille du problème, elle est de N. Donc, comme on a dit, il faut à chaque étape réduire la taille du problème, c'est-à-dire si on recherche dans un tableau de taille n, après il faudra rechercher dans un tableau de taille inférieure à n, p inférieur à n, etc., mais appréhender l'arrêt de la fonction récursive. Donc, rechercher un tableau de taille n revient à tester, donc si le premier élément du tableau est égal au fait à l'élément E, si oui, bah, au fait on s'arrête parce qu'on a trouvé l'élément. Sinon, on recherche sur le reste, c'est-à-dire sur le tableau de taille n-1. On a un certain tableau, de n éléments. On va tester et on a un élément E.
on va tester l'égalité entre E et le premier élément. C'est ce que j'ai appelé au fait T de begin. Si c'est oui, on s'arrête, on a trouvé. Sinon, on appelle le même problème, on essaie de résoudre le même problème sur le reste du tableau, etc., jusqu'à aboutir au dernier. Si le dernier est égal, c'est terminé. Sinon, c'est que l'élément, donc si on dépasse, c'est que l'élément n'existe pas dans le tableau. C'est ce que l'on va voir. C'est-à-dire, la recherche va s'arrêter si on trouve que begin est supérieur à end, c'est-à-dire en fait que on aboutit au fait après le tableau. Donc ce qui est pas possible. Donc on n'a pas trouvé l'élément. Donc on n'a pas trouvé l'élément. Ou bien quand t de begin est égal à e, c'est-à-dire en fait au premier élément testé, le premier élément au sens de l'appel récursif est équivalent donc à l'élément e. Alors, on donne la solution du problème. Donc, on a la fonction recherchée qui recherche un entier E dans un tableau T. Donc, rechercher qui recherche un élément, donc là, par exemple, un entier, dans un tableau d'entiers. Et le tableau, il commence à un indice begin jusqu'à l'indice end. Donc, initialement, begin. Par exemple, on sait, begin, c'est pas 1, en fait, on sait, ça commence à 0, et ça va s'arrêter dans n-1. Donc, l'appel initial, on va mettre begin est égal à 0 et end est égal à, par exemple, n-1. Et puis, donc, initialement, voilà, begin est égal à 0 et end est égal à size of de t moins 1. Alors, pour rechercher, alors on a l'appel, le point d'arrêt, et on a l'appel récursif. Si begin est supérieur à end, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé finalement l'élément. Si on continue à faire des appels récursifs, si après on se retrouve avec cette condition, on n'a pas retrouvé malheureusement l'élément. Alors, sinon, si le premier élément du tableau est égal à l'élément, c'est qu'on a retrouvé l'élément, donc on retourne 1 pour vrai. On va voir que tout à l'heure, on pourra définir en fait un type plus évolué pour le vrai et pour le faux. Et puis, donc la deuxième partie de la fonction récursive, qu'est-ce que je fais? En fait, je n'ai pas trouvé que le premier élément est égal à E, alors je vais rechercher dans le reste du tableau. Et le reste du tableau, il commence à begin plus 1 jusqu'à end. Donc ce begin, en fait, il continue à augmenter, et du coup, en fait, à réduire la taille du problème, jusqu'à ce que begin, en fait, dépasse le end, donc la fin du tableau. Et donc là, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé l'élément. Et c'est ce qui est, en fait, reflété par begin supérieur à end. Donc, à chaque niveau, la taille du tableau, elle est réduite. Et il y a une condition d'arrêt qui dit au fait qu'on s'arrête toujours en appelant cette fonction recherchée. Alors, deuxième exemple, produit des éléments d'un tableau T. Donc on a le même tableau, mais cette fois on ne veut plus rechercher un élément dans ce tableau, mais on veut faire le produit de ce tableau. C'est-à-dire, on veut, donc là on sait au fait, on va commencer, le tableau commence par l'indice 0, et se termine par l'indice n-1. Donc n étant la taille du tableau. On ne veut plus rechercher un élément, mais on veut le produit, c'est-à-dire t de 0 que multiplie t de 1, etc. jusqu'à t de n-1. En d'autres termes, c'est le produit de i allant de 0 à n-1 de t de i, formellement. Donc on essaie toujours de formaliser mathématiquement la chose, parce que là il s'agit de récurrence qu'on connaît en mathématiques, et donc plus on a de repères, plus on aboutit à des algorithmes corrects. Alors, la taille du problème, similairement à la recherche dans un tableau de taille n, est de taille n, parce qu'on a forcément un élément à multiplier. Maintenant, multiplier les éléments d'un tableau de taille n revient à multiplier le premier élément, qui est t de begin, avec le produit du reste, tableau de n-1. C'est-à-dire, voilà, je veux faire ce produit-là, je prends cet élément, et en fait, qu'est-ce qu'on reconnaît là? On reconnaît simplement le produit du tableau, mais
n'allant pas de 0 jusqu'à n-1, mais de 1 jusqu'à n-1. Donc, en fait, hein, le produit du tableau, hein, de I à J, hein, est en fait équivalent au produit du tableau de I plus 1 à J fois T de I. Bien sûr, ici, on ne prend pas en fait la condition d'arrêt qui est que I doit être inférieur ou égal à J, etc. On va voir ça dans l'implantation. Donc, en fait, le produit s'arrête si on vérifie que begin est supérieur à end. Hein? Donc là, la fonction produit, hein, elle prend un tableau de flottant, donc flottant, et elle prend donc le début du tableau et la fin du tableau. Donc, comme était le cas pour la recherche, le premier appel de la fonction produit, ben, en fait, begin va être égal à 0 et end va être égal à la taille moins 1, ce qu'on a vu ici. Hein. Donc le begin, en fait, il va prendre 0 et end va prendre la taille du tableau moins 1, donc le premier appel récursif. Hein. Alors, la condition d'arrêt, hein, si begin est égal à end, c'est qu'on a en fait terminé de faire le calcul. Donc qu'est-ce que je fais? Je retourne le dernier élément du tableau. Hein. Par exemple, le produit d'un tableau d'un seul élément, hein, est cet élément-là. Hein. Le produit d'un tableau d'un seul élément est cet élément-là. Hein. Ce qui signifie en fait que le produit de 1 à 1 de T de I, ben, en fait, il est égal à T de 1. C'est ce qui est vraiment défini ici. Si la fin est égale au début, je retourne en fait l'élément unique du tableau. Alors sinon, hein, c'est-à-dire que il existe au moins deux éléments. Qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, je prends le premier élément et je le multiplie par le produit du reste. Hein. Le premier élément et je le multiplie par le reste. Alors, hein, on a dit qu'il ne suffit pas qu'une fonction réduise le problème à chaque appel récursif, mais il faut que la fonction s'arrête. Alors, réduction du problème. Le problème doit diminuer de taille à chaque appel. Les appels récursifs le rendent simple à résoudre. Hein, donc ça, c'est ce qu'on a vu avec la recherche, qui à chaque fois recherche dans un tableau plus petit, et dans le produit, où à chaque fois on va faire le produit d'un tableau plus petit. Hein? Alors le point d'arrêt, la récurrence doit s'arrêter sur un problème dont la résolution ne nécessite pas d'appel récursif. Hein? C'est-à-dire que on a vu pour le cas d'un produit d'un tableau d'un seul élément, hein, il n'y a pas eu d'appel en fait récursif. Pour factoriel de 1, il n'y a pas d'appel récursif. Donc ça, c'est le point d'arrêt ou la condition d'arrêt. Donc c'est l'aboutissement. Donc on va en fait essayer d'évaluer une fonction, donc qui est la factorielle, hein, écrite différemment. Hein. Donc en fait, que tout à l'heure. Factoriel de n, donc elle renvoie un entier. Si n est égal à 0 ou n est égal à 1, hein, je retourne 1. Okay. Sinon, je retourne n que multiplie factoriel de n-1. Donc, à première vue, cette fonction, pour 0 ou pour 1, elle renvoie 1. Et puis pour le reste, elle fait l'appel récursif. A priori, cette fonction est correcte. On va voir qu'elle n'est pas tellement correcte. Donc, on va analyser la réduction du problème. Effectivement, elle réduit le problème, car a priori, à chaque appel, l'argument n décroît, donc la taille du tableau diminue par conséquence. Hein? C'est-à-dire qu'au fait,
bah, à chaque fois, le n va devenir n-1, etc. hein. Donc factoriel de 4 va appeler factoriel de 3, qui va appeler factoriel de 2 selon le graphe des appels, et donc la taille du problème se réduit. Alors, qu'en est-il du point d'arrêt? Non. La fonction ne s'arrête pas. Alors, comment? Parce que, au fait, si par rapport à n qui est différent de 0 et n différent de 1, la fonction s'appelle elle-même et le n se réduit, si par rapport au 0 et au 1, la fonction répond en temps constant, qu'en est-il des éléments négatifs? C'est-à-dire, pour la première écriture de la factorielle, on avait fait une hypothèse, une précondition qui était que n était supérieur ou égal à 0. Là, on n'a pas fait d'hypothèse. Donc, a priori, on peut mettre n négatif. Alors, qu'en est-il si n est égal à 5? Alors, si n est égal à 5, ben, f de moins 5 va appeler f de moins 6, qui va appeler f de moins 7, qui va appeler f de moins 8, et on va empiler ces éléments dans la pile système, et au fait, on va faire des appels récursifs à l'infini. Alors, l'infini n'existe pas en informatique, on va aboutir à la limite de la pile système. Et donc, on va avoir en fait un débordement de piles, ou ce qu'on appelle en anglais un stack overflow. Donc, il est primordial de tester qu'une fonction s'arrête bien un jour. Alors, correction d'une fonction récursive. Alors, on a dit qu'une fonction récursive doit à chaque fois réduire le problème à chaque appel récursif. Puis on a dit que la fonction récursive doit avoir un point d'arrêt, donc une condition d'arrêt qui lui permet au fait de répondre et de s'arrêter. Mais il ne suffit pas d'avoir une fonction qui réduit le problème à chaque appel et une fonction qui s'arrête. Si on veut faire des programmes fiables, il faut que les fonctions récursives qui constituent nos programmes soient correctes. Alors comment prouver qu'une fonction récursive est correcte? Alors, pour cela, il y a des éléments donc nécessaires pour vérifier qu'une fonction est correcte. Alors, parmi ces éléments, il existe les invariants. Alors, un invariant d'une fonction récursive, c'est une condition vérifiée sur l'état des données traitées par la récurrence. Donc, c'est une condition qui est vérifiée toujours par les appels récursifs effectués par une fonction. Donc, c'est un prédicat vrai, toujours, quels que soient les paramètres pris en entrée par une fonction récursive. Et donc, si on arrive à prouver que cet invariant va être inchangé avant l'appel, pendant l'appel et après l'appel, donc on va assurer une certaine correction globale de la fonction récursive. Alors, le respect de l'invariant, en fait, signifie que l'invariant, donc la condition, doit être vérifiée pour chaque étape, appel, de la résolution récursive. Donc, on doit poser un certain prédicat. Et le prédicat doit être vrai à l'étape n, n-1, n-2, à la dernière étape, par exemple 1, pour ce qui est de la factorielle, par exemple. Alors, prenons par exemple le produit des éléments d'un tableau. Donc, rappelez-vous, on veut prouver la correction de la fonction produit que l'on a présentée tout à l'heure. Donc, la fonction produit, donc en fait, produit d'un tableau, en fait, prenons n, la taille du tableau. Le produit de taille n, le produit du tableau de taille n, qui est en fait l'ensemble des éléments de n à n-1, en fait revient à faire le produit de n-1, c'est-à-dire allant de 1 à n-1. Bien sûr, on va le multiplier par t2, t2, 0, etc., etc. Donc, on va dire
que notre prédicat va être fonction de la taille du tableau. Alors, pour nous, on va dire que le produit d'un tableau T allant d'un départ begin à une arrivée, donc end, on va dire que ça vaut toujours le produit de TI, I allant de begin à end. Donc, on pose ça, on va essayer de vérifier ça à toutes les étapes des appels récursifs de cette fonction. Alors, on a dit si begin est égal à end, qu'est-ce qu'on retourne? On retourne T de end. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. If begin égale à end, return T de end. Alors, produit T begin end égale à T de end, qui est lui-même égal à P de I allant de end vers end de T de I. Donc ici, pour la condition d'arrêt begin est égal à end, l'invariant, il est vérifié. Donc on retrouve bien que l'invariant est correct pour cet élément-là de la récursivité. Maintenant, essayons de prouver que l'invariant est vrai pour l'appel récursif lui-même. Donc dans le deuxième cas, où begin est différent de end, où on n'a pas encore terminé de faire le produit de nos n éléments, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait t begin fois produit de t begin end. Ce qui est égal en fait à t begin fois produit de t begin plus 1 end. Donc, qui est égal en fait à t begin fois pi, i allant de begin plus 1 jusqu'à end. Vu qu'on a prouvé, on a supposé au fait que l'invariant est vrai par récurrence, pour un tableau de taille n-1. Donc on a procédé par récurrence, on le suppose pour l'étape n-1 et on le prouve pour l'étape n. Donc c'est une approche par démonstration par récurrence que l'on applique pour prouver l'invariant d'une fonction récursive. Donc vous voyez là aussi que au fait, la récursivité est très liée au fait à la notion de récurrence qu'on connaît en mathématiques. Et donc, en fait, t de begin fois ce produit-là, i allant de begin plus 1 end, n'est autre que le produit de ti, i allant de begin à end. Donc, qu'est-ce qu'on a prouvé? On a supposé que c'est vrai pour un tableau de taille n moins 1. Et on a prouvé que c'est vrai pour un tableau de taille n. Alors, la fonction produit, elle prend un tableau de flottant. Elle prend un début, elle prend une fin. Elle renvoie un flottant. Alors, si begin est égal à end, c'est-à-dire qu'il y a un élément et un seul, on renvoie t de end. Et donc là, ça veut dire qu'en fait, le produit est égal à t de n, où i est égal à n. Donc l'invariant est vrai, on peut le mettre en commentaire pour dire au prochain programmeur qui va lire notre code qu'on a bien pensé à l'invariant. Et alors dans l'autre cas, où begin est différent de end, où l'on fait l'appel récursif, en fait, on redépose tout simplement notre équation et dire qu'en fait le produit de t de i allant de 1 à n, c'est le produit t1 multiplié par les éléments multipliés de 2 à n. Donc, on pose aussi le fait que notre invariant est correct pour le reste de notre équation. Alors, pour résumer si vous voulez, une fonction récursive, on doit penser à trois choses. On doit penser au fait que à chaque appel, réduction du problème. On doit penser à la condition
d'arrêt. Hein. Dire que, OK, à chaque appel, on réduit, mais à un moment donné, on s'arrête. Et on doit penser également à l'invariant. Hein. Pour toute information complémentaire, veuillez aller sur le site de Netuno et cliquer sur le lien MED-NetU. F de n est égal à f de n moins 2. Hein. Donc là, c'est la fonction en fait de Fibonacci. Okay. Où pour 1 et 0, on renvoie 1. Et pour n, donc n supérieur strictement à 1, ben en fait, on appelle récursivement sur fn-1 et fn-2. Hein. Donc on peut faire la chose comme telle. Fibo, elle prend un entier n, et elle renvoie un entier. OK? Si n est inférieur ou égal à 1, qu'est-ce que l'on fait? On renvoie 1. Else, on renvoie Fibo de n-1 multiplié par Fibo de n-2 et on ferme les accolades. Donc ça, c'est une fonction récursive. Alors, il faut se poser les problèmes de départ, à savoir si la taille du problème est réduite à chaque appel récursif. Oui, ici on appelle Fibo avec n, ici on l'appelle avec n-1. Et on l'appelle une deuxième fois avec n-2. Hein? Premier problème de la réduction du problème, c'est OK. Deuxième problème de la condition d'arrêt, le n va être diminué ou de 1 ou de 2 jusqu'à aboutir à 1. Et si on aboutit à 1, on va retourner 1. OK? Donc ça, c'est la partie sans appel récursif. Et ça, c'est la partie avec appel récursif. Le troisième problème est le problème de l'invariant. Et alors, l'invariant ici, c'est que il faut que notre fonction Fibo de n soit égale à f de n, donc la fonction f de n que l'on vient de définir ici. Hein. Alors, ceci, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Hein. Alors, c'est assez simple de le démontrer. Je vous laisse le soin de le faire. Pour toute information complémentaire, veuillez aller sur le site de Netuno et cliquer sur le lien MED-NetU.